Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 205. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il y a quelques temps, j'ai lu, je l'ai pas lu, je l'ai écouté parce que c'était un livre audio. Pour moi, ça marche de temps en temps les livres audio, notamment quand je pars en vacances, que j'ai des longs trajets. Donc bref, je n'ai pas lu, j'ai écouté un livre qui m'a assez percuté, je dois dire, en tout cas qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ce livre, c'est un livre très connu dans l'entrepreneuriat, c'est le livre qui s'appelle The One Thing, la chose à faire, la chose principale, je sais pas comment traduire en français, The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan. Alors, ce livre, c'est un livre que j'appelle à l'américaine. Qu'est-ce que j'appelle un livre à l'américaine? C'est un livre qui vous dit vraiment l'idée principale dès le début du livre et qui après va vous répéter, alors de façon différente, sous des angles différents peut-être, mais n'empêche que va vous répéter 15 fois la même chose tout au long du livre. C'est un peu la façon d'écrire à l'américaine. Ça a un gros avantage, c'est que ça vous permet d'assimiler. C'est un gros désavantage, c'est que moi ça m'agace un petit peu. C'est pour ça que j'aime mieux l'écouter, je trouve ça en fait plus facile, plus léger à écouter, et pour le coup, le fait qu'il répète en écoutant, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on assimile effectivement beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire ce que j'ai fait à l'épisode 170 avec un autre livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est très connu également. Je vous avais fait un résumé de ce livre de façon, d'une part, à vous éviter de le lire si vous n'avez pas l'envie, le temps de le lire, mais surtout, j'espère, vous donner envie de le lire et puis vous donner en tout cas les idées fortes qui ressortent de ce livre, les très très bons conseils qu'on va pouvoir trouver dans ce livre. Lorsque j'avais fait ce résumé de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, vous m'aviez dit dans les commentaires, sur LinkedIn, par email directement, vous m'aviez dit que c'était un format qui vous plaisait, que vous aimeriez bien avoir d'autres livres comme ça. Voilà, j'attendais d'avoir vraiment d'une part le temps, d'autre part un livre qui m'est vraiment percuté. Pour vous le faire, c'est cet épisode avec le livre de la semaine qui est The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan. Alors c'est qui d'abord Gary Keller et Jay Papasan? C'est pas des débutants, hein. Gary Keller, c'est un type, en tout cas c'est ce que dit sa fiche Wikipédia, je suis pas allée vérifier, mais c'est un type qui était agent immobilier au Texas, qui avait une petite activité immobilière au Texas, et puis qui a fini par créer la plus grosse agence immobilière des US, donc il sait un petit peu de quoi il parle. Et puis Jay Papasan, c'est un éditeur, mais c'est un éditeur qui coécrit pas mal de livres, et notamment il a coécrit une série avec Gary Keller qui s'appelle Le millionnaire de l'immobilier, qui est une grosse série sur le marché de l'immobilier, qui explique comment devenir un super agent immobilier, comment bien investir dans l'immobilier, etc. Bref, c'est des gens qui s'y connaissent un petit peu en business et qui ont un petit peu, théorisé comment faire pour travailler correctement, travailler mieux, plus efficacement. C'est un peu l'idée de ce livre. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de vous ressortir les grandes idées vraiment fortes du livre. Une première idée forte, c'est l'importance de penser grand. En fait, ce qu'on nous dit dans ce livre, c'est que c'est vraiment crucial de penser grand pour avoir du succès. Parce qu'on ne peut pas espérer avoir du succès si on n'espère pas tout simplement ce succès. En fait, il prend des exemples. Un exemple qui va nous parler, c'est l'exemple de J.K. Rowling. Tout le monde connaît J.K. Rowling, qui est l'auteur, je sais pas comment on dit, de Harry Potter. Ma fille a 10 ans, ça y est, elle est tombée dans Harry Potter. J'adore l'idée qu'elle tombe dedans. Moi, j'ai vu Harry Potter faire lire des générations d'enfants qui ne lisaient pas et leur faire lire des tomes de 1000 pages. Moi, j'étais déjà adulte quand le premier est sorti. Mais vraiment, je trouve qu'il y a eu un tournant avec Harry Potter. Bon. Outre ma passion pour Harry Potter, ça m'est tout à fait personnel. Ce que je trouve dingue avec cette histoire de J.K. Rowling, on le sait, c'est que, elle a écrit Harry Potter, elle a commencé, à écrire cette série. Elle a proposé à plein d'éditeurs qui lui ont tous fermé la porte au nez en lui disant mais non, on prend pas, jusqu'à ce qu'un petit éditeur, un petit peu pas particulièrement connu, finisse par lui dire oui parce qu'elle avait pas lâché l'affaire.
Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas lâché l'affaire? Parce qu'elle savait au fond d'elle-même qu'elle tenait un truc avec Harry Potter. Et j'ai découvert là récemment sur J.K. Rowling, pareil en regardant sa fiche Wikipédia, qu'en fait, lorsqu'elle a proposé le premier tome de Harry Potter, elle avait déjà commencé les premiers chapitres du 7e tome de Harry Potter. Donc, quand je dis qu'elle pensait grand, c'était pas un hasard. Elle avait déjà en tête que ce serait une série et qu'il y en aurait 7. Et elle avait déjà commencé le travail de rédaction de ces 7 tomes. C'est quand même assez exceptionnel alors que la dame n'avait jamais écrit un livre, jamais publié un livre. Donc, quand on parle de voir grand, là, je crois qu'on peut dire que la dame voyait grand, et pas besoin de vous dire qu'il y a eu le succès, qu'on connaît. J.K. Rowling est, dit-on, plus riche que la reine, maintenant le roi d'Angleterre. En tout cas, c'est un succès planétaire et absolument phénoménal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent finalement, Gary Keller et Jay Papasan, sur le fait de penser grand? Eh bien, ils nous parlent de l'inverse. Ils nous parlent des pensées réduites, des pensées limitantes. En fait, c'est un peu la peur de penser grand qui va nous conduire à une certaine auto-limitation. Souvent, on va se dire, mais non, mais qui je suis pour penser comme ça, pour imaginer, pour avoir des rêves immenses? Et automatiquement, on s'auto-limite, on réduit notre propre potentiel, et ça conduit, alors c'est ce qu'ils disent, mais ça conduit à la médiocrité. C'est des Américains, donc c'est toujours un petit peu blanc ou noir, mais en fait, on le comprend bien, effectivement, si on n'a pas cette appétence à aller chercher l'indescriptible, le fabuleux, le merveilleux, ça va être compliqué d'aller le toucher, ça c'est sûr. Et de fait, si on se dit mais non, je peux pas imaginer un jour faire ci ou faire ça, devenir astronaute ou quoi, eh bien nécessairement on va se restreindre, s'auto-restreindre, parce que finalement, après tout, on n'en sait rien. Peut-être qu'on aurait pu être astronaute. Après tout, Thomas Pesquet, finalement, il est d'ailleurs toujours astronaute. Donc, c'est que c'est possible. Donc finalement, le fait de ne pas s'autoriser à rêver grand, c'est peut-être tout simplement se restreindre. Alors bien sûr, les idées fortes, de grande envergure, les grands rêves, ça peut être un peu intimidant, ça peut faire peur. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que si on se limite à cette peur, on limite aussi nos possibilités. Donc attention à ne pas s'auto-censurer. Et d'ailleurs, si on regarde dans l'histoire, c'est pas que dans le business, si on regarde dans l'histoire, les avancées majeures en sciences, en technologie, elles auraient été impossibles si on n'avait pas eu cette vision audacieuse, cette vision innovante. C'est l'audace, finalement, souvent, qui gère la nouveauté, la créativité, les découvertes. Donc, il ne faut pas hésiter. En gros, la phrase, c'est que pour avoir des résultats extraordinaires, faut des actions basées sur une pensée ambitieuse. Et ça, cette approche de pensée, ça peut transformer radicalement la façon dont vous abordez vos projets et vos objectifs en marketing digital et en entrepreneuriat. Penser en grand, c'est pas seulement inspirant, c'est une nécessité pour ceux qui cherchent à réaliser des exploits, des succès, des choses remarquables. Une autre grande idée de ce livre, c'est la concentration. En fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'on va devoir utiliser la question de la concentration pour identifier des objectifs à long terme et déterminer les actions immédiates qui vont faciliter l'atteinte de ces objectifs. En gros, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est quelle est la seule chose que je dois faire et qui va faire que en la faisant, tout le reste va devenir soit plus facile, soit inutile. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, si vous regardez toutes les choses que vous avez à faire, parce qu'on a tous et toutes plein de choses à faire, mais si on regarde toutes les choses qu'on a, qu'on veut, qu'on doit faire, il y en a une qu'on doit identifier qui va nous permettre de faciliter, voire de rendre caduques toutes les autres choses. Donc c'est cette chose-là, cette chose-là qu'il va falloir identifier. Et on va pouvoir appliquer ça de deux façons, une façon macro et une façon micro. La façon macro, ça va être d'identifier en fait notre objectif global, notre objectif de vie ou notre objectif de carrière, the one thing long terme, on va dire. Et l'application micro, ça va être de choisir l'action immédiate qui va être la plus efficace pour progresser vers cet objectif. Donc on a the one thing long terme et the one thing court terme.
Et alors, il nous donne un conseil pour réussir à faire ça. C'est un conseil qu'il tire de Mark Twain, de A Christmas Carol. A Christmas Carol, c'est un des livres les plus connus dans le monde anglophone, un peu moins dans le monde francophone. Vous savez, c'est l'histoire, comment on traduirait Christmas Carol? Un conte de Noël. Un conte de Noël avec le fameux personnage Ebenezer Scrooge. Je vous laisserai lire l'histoire si vous le souhaitez, mais c'est une histoire autour de Noël et de quelqu'un qui est jamais content et qui est triste, etc. Et il y a une morale à cette histoire, ou en tout cas l'une des morales de Christmas Carol, c'est que la clé pour avancer, c'est de commencer par des tâches qui sont petites et gérables. C'est le principe des petits pas. Pour pouvoir avancer, faut pas regarder le haut de la montagne, faut regarder déjà juste devant soi et mettre un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre, des choses qu'on va pouvoir faire. Et donc la première des choses à faire, ça va être de déterminer quel est notre cap, vers où on veut aller, que ce soit dans la vie, encore une fois, ou en business. Là, aujourd'hui, on va plus s'orienter vers le business, mais après tout, the one thing, ça peut s'appliquer aussi à la vie personnelle. Mais si on regarde business, quel est notre cap, notre vision, ce qu'on veut insuffler finalement dans notre business, vers où on veut aller, c'est quoi l'horizon? Et la deuxième chose à faire, la seconde étape, c'est de sélectionner l'action qui est la plus appropriée à l'instant présent pour avancer vers ce cap. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, qui est le plus approprié pour me permettre d'avancer? Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que en posant continuellement cette question de la concentration, on maintient le cap vers l'objectif et on construit un élan grâce à des actions concrètes. Donc c'est pas juste on a un objectif comme ça loin et on le regarde. Non, on a un objectif, on sait où on veut aller, mais on va construire des actions concrètes, on va se mettre en mouvement, on va faire des choses, c'est vraiment ça qui est extrêmement important. On va faire des choses immédiatement et on va choisir à chaque fois la chose qui va nous permettre le plus facilement d'aller vers, de nous rapprocher de cet objectif. Alors, comment ça s'applique en marketing digital ou en entrepreneuriat en général d'ailleurs, c'est que cette question de la concentration va nous aider à clarifier nos priorités, à définir des stratégies claires et à prendre surtout des décisions éclairées dans le contexte des projets qu'on est en train de faire et surtout en mettant en place des actions immédiatement. Troisième grande idée de ce livre, c'est la formation séquentielle d'habitude. Et alors s'il y a un chapitre à lire, je sais plus si c'est un chapitre ou si c'est plusieurs chapitres, mais s'il y a vraiment une partie du livre à lire, c'est la partie qui va vous parler, de la formation séquentielle des habitudes. Pour moi, ça a été vraiment le switch de ce livre, vraiment le aha moment, comme disent les anglophones, le moment où je me suis dit, waouh, effectivement, là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. En gros, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la clé d'une vie disciplinée réside dans la formation séquentielle d'habitudes plutôt que dans l'application constante d'une grande discipline. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? Ils nous disent en fait, pour être entrepreneur, il faut de la discipline, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'on aime, quand bien même on peut avoir un métier passion, on n'aime pas nécessairement tout, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui sont fatigantes, donc il faut de la discipline. Ce qu'ils expliquent, c'est que la discipline, c'est très, très, très dur à suivre. Il y a qu'à regarder ce qu'on fait tous les ans au 1er de l'an, on prend des bonnes résolutions et le 15 janvier, on a oublié nos bonnes résolutions. Parce que c'est comme ça, l'être humain est fait comme ça, c'est très difficile de rester motivé. En revanche, c'est beaucoup plus facile d'avoir des habitudes. Parce qu'on a tous des habitudes. Je vous donne une habitude qu'a priori tout le monde a. On se lave les dents le matin après avoir pris notre petit déjeuner. Voilà. Bon, on se pose pas la question, enfin en tout cas moi, je me pose pas la question le matin, une fois que j'ai pris mon petit déjeuner, je vais à la salle de bain et je me lave les dents. J'ai pas besoin de motivation pour me laver les dents. C'est une habitude, je le fais presque sans réfléchir. On peut avoir la même chose dans le sport. Si vous voulez vous mettre à la course à pied, c'est un petit peu mon truc du moment, si vous voulez vous mettre à la course à pied, ça va vous demander beaucoup de motivation parce que c'est difficile, parce que c'est dur, parce que peut-être il pleut, parce que vous êtes fatigué, parce que ceci, il y a toujours une bonne excuse. Si en revanche, c'est une habitude, tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis, vous vous levez un petit peu plus tôt le matin pour aller courir, ça devient une habitude, vous vous posez plus la question, vous y allez. Vous y allez parce que vous vous posez pas la question, parce que c'est une habitude. Donc ce qu'ils nous disent, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de créer des habitudes que d'essayer de se motiver. Alors bien sûr, pour créer des habitudes, il faut commencer par se motiver. La différence, c'est que vous allez devoir vous motiver un certain temps pour que ça devienne une habitude.
Donc ça va être de la motivation sur du court terme. Alors on entend plein de choses sur les habitudes et sur combien de temps il faut pour créer une habitude. En fait, ce qu'ils nous disent dans The One Thing, c'est que c'est un peu plus long que ce qu'on avait entendu. On a entendu souvent qu'il faut, je crois, 21 jours pour créer une habitude. Eux, ils disent non, c'est plutôt de l'ordre de 2 mois. On est plus autour de 60 et quelques jours pour créer une habitude. Mais peu importe, à la rigueur. La question, elle est pas là. La question, elle est du fait qu'on est sur un temps qui est défini et qui est relativement court. Donc oui, il va falloir se motiver. Mais une fois qu'on aura créé cette habitude, qu'on se sera motivé suffisamment longtemps pour que ça devienne une habitude, il n'y aura plus besoin de se motiver. Et le principe, c'est de dire, on va faire une habitude à la fois. C'est ça les habitudes séquentielles. On va faire une habitude à la fois. On va choisir quelle est the one thing, quelle est la chose sur laquelle je dois me focaliser. Et je vais créer une habitude là-dessus pour qu'après, je n'ai plus à me motiver pour la faire. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant comme réflexion. 4e grande idée de ce livre, on n'est pas efficace quand on fait du multitâche, du multitasking. Quand on fait plein de trucs à la fois, ça ne fonctionne pas. Il est largement préférable de se concentrer entièrement sur une seule chose à la fois, à savoir the one thing. Quand je dis qu'il répète un peu tout le temps la chose de façon différente, je mens pas. Mais il n'empêche que c'est vrai. Et effectivement, il y a une croyance un peu populaire qui va avec le monde moderne, qui est de dire que c'est bien de savoir faire plein de choses à la fois. C'est vrai qu'on est en train de répondre à nos emails, en même temps on regarde les réseaux sociaux, en même temps on écoute une réunion et en même temps on commence à travailler sur un projet. En entreprise, on nous demande bien souvent d'être multitask, de faire plein de trucs à la fois. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. On est en fait beaucoup moins efficace. Pourquoi ? Parce que, il y a ce qu'on appelle un coût du changement de tâche. À chaque fois que notre cerveau va devoir passer d'une tâche à l'autre, il perd un certain temps à se réapproprier cette tâche, à se réhabituer, à se remettre dans le contexte. Et même si c'est du micro-temps, même si c'est vraiment que quelques peut-être dizaines de secondes, quand on parle de micro-tâches, ça peut être beaucoup plus long quand on parle d'une tâche plus importante, mais parfois c'est vraiment quelques microsecondes. Mais enfin, quand vous additionnez tout ce temps perdu, c'est énormément de temps qui est perdu dans votre journée. Donc finalement, ces interruptions de tâches, ça va entraîner une perte de temps significative. Et ça va même plus loin, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que se concentrer sur une tâche à la fois, ça peut considérablement améliorer notre performance, mais aussi réduire notre stress et augmenter la qualité du travail. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est-à-dire que le simple fait d'arrêter de faire plusieurs trucs en même temps, mais de choisir de travailler sur une seule chose, ça va faire qu'on va la faire plus vite, on va la faire mieux et on va la faire plus sereinement. Donc sincèrement, évidemment, c'est intéressant d'aller réfléchir à quelle est la chose qu'on souhaite faire. Alors il y a encore une idée intéressante, c'est l'idée de la gestion de la volonté. Et l'idée que notre niveau de volonté varie pendant la journée. Ce qui est vrai, si vous regardez, quand je regarde sur Internet, sur LinkedIn, je vois plein de gens nous expliquer à quel point il faut être super organisé, super efficient, être capable de vraiment toujours être à 100%. La réalité, c'est que c'est totalement faux. Enfin, c'est un leurre. Faut se le dire clairement, les gens qui vous disent ça avec des méthodes Pomodoro, machin, etc., c'est très joli tout ça, mais à moins d'être un robot, personne n'y arrive. Parce que notre motivation, notre volonté, notre énergie varie dans la journée. On ne peut pas être à 100% en permanence, ça n'est pas vrai. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que dans ce livre, ils nous disent, oui, la volonté, alors ils mettent le mot volonté derrière, vous mettez ce que vous voulez, énergie, ce que vous voulez, mais votre volonté varie pendant la journée, il va falloir apprendre à la gérer. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est que cette volonté, c'est une ressource limitée qui s'épuise à force de l'utiliser. Donc, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on veut l'utiliser pour ne pas la gaspiller. En gros, il nous dit, la volonté diminue tout au long de la journée en fonction des activités et des décisions que l'on va prendre. Prendre des décisions, se concentrer, supprimer des émotions, modifier des comportements, ça va réduire la quantité de volonté disponible. Et le problème, c'est que quand la volonté est faible, la capacité qu'on a à résister aux tentations, elle devient plus difficile et on prend des décisions qui sont plutôt moins bonnes a priori.
Donc en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que il va falloir réfléchir à quel moment on souhaite travailler sur les choses les plus importantes et prendre des décisions. Il y a même des études qui ont été faites et qui montrent que selon le moment de la journée, on va pas du tout prendre les mêmes décisions et on va prendre de meilleures décisions à certains moments de la journée. Il y a une étude qui a été faite sur des juges et on s'est rendu compte que lorsque le juge avait pris une pause, quand il revenait d'une pause, donc qu'il avait plus de volonté, qu'il avait l'esprit libre, qu'il était plus reposé finalement, eh bien il avait tendance à relâcher plus facilement, à être moins dur avec les personnes qu'il jugeait. Donc c'est intéressant de réfléchir à notre journée type et de voir comment est-ce qu'on peut organiser les choses de façon à pouvoir faire ce qui est le plus important et ce qui demande le plus de prise de décision au moment où on a le plus de volonté disponible. Donc pour résumer, comprendre que la volonté est une ressource limitée, ça va nous aider à structurer notre journée de façon à maximiser l'efficacité et la prise de décision. Et ça, c'est un atout qui est véritablement essentiel pour notre stratégie. Il va falloir prioriser les tâches et les décisions en fonction de notre énergie, de notre volonté disponible, de façon à transformer notre approche du travail et à aller encore une fois vers ce succès qu'on a visualisé. Bon, il y a notre volonté, mais il y a aussi les autres. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a une chose importante à mettre en place, c'est l'importance de savoir dire non. Dire non à certaines tâches qui sont peut-être moins importantes, moins essentielles, pour pouvoir concentrer nos efforts sur les tâches les plus importantes. Et quand je dis dire non, c'est aussi dire non aux autres, parce qu'en fait, il est absolument essentiel de savoir refuser des demandes qui sont moins prioritaires, de façon à pouvoir se concentrer sur nos objectifs qu'on a définis comme étant importants. Et du coup, sa capacité à dire non va nous mener à une réduction significative de notre approche. On peut prendre l'exemple de Steve Jobs avec Apple. Vous regardez ce qu'a fait Steve Jobs, il a réduit drastiquement la quantité de produits pour se concentrer sur vraiment ce qu'il savait faire, ce qu'Apple savait faire, moins de produits mais de meilleure qualité. C'est exactement cette logique-là qu'on doit aller chercher. Donc il faut savoir refuser. La focalisation, en fait, ça implique de dire non à toutes les options qu'il y a autour pour se concentrer sur une ou quelques-unes mais qui sont essentielles. Alors on peut se dire oui, non mais d'accord, mais c'est pas toujours facile de dire non, et encore moins quand on est salarié. Quand on est à notre compte, c'est peut-être plus facile, quoique pas toujours, mais c'est pas facile en tout cas de dire non. Ça dépend aussi des personnalités. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à le faire, donc il y a des stratégies, on peut en trouver, ils nous en proposent, et notamment ils nous proposent des solutions de redirection. C'est-à-dire, plutôt que de dire un simple non et débrouillez-vous, on va rediriger vers une autre personne qui va pouvoir aider, à faire la chose. Ou on va pouvoir rediriger vers une autre option, une autre façon de travailler qui va permettre à cette personne d'obtenir son résultat. Ce sont des solutions de redirection. Je suis en train d'élever un petit chiot là présentement et je peux vous dire que la redirection, c'est une stratégie vraiment intéressante, surtout quand vous avez un petit chiot qui essaye de vous mordiller les chevilles. Floup, on redirige vers un petit jeu à croquer et ça marche très très bien. C'est la même logique ici. On redirige la personne qui veut nous manger de notre temps, on la redirige vers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Donc apprendre à dire non aux tâches secondaires, c'est une compétence qu'il faut absolument acquérir pour maximiser notre temps, notre efficacité. Ça permet de consacrer plus de temps et d'énergie aux projets qui comptent vraiment et donc d'obtenir de meilleurs résultats. Dire non, c'est pas seulement une question de gestion du temps, c'est aussi une question de priorisation stratégique. Alors toujours dans cette idée de one thing, on peut parler du but. On en a parlé déjà un petit peu, mais là il va nous parler de visualisation. Ce qu'il nous dit, c'est que avoir un but clair et visualiser les étapes pour l'atteindre, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir des résultats extraordinaires. En fait, avoir un objectif, ça va donner un sens à sa vie. Alors bon, la vie entrepreneuriale ici, mais encore une fois, ça pourrait être applicable dans la vie au quotidien. Donc, avoir un objectif, ça va donner un sens. Et c'est ça qui va conduire à une plus grande clarté de pensée et à pouvoir, en fait, déterminer
les bonnes actions à suivre. Et comprendre pourquoi on fait quelque chose, ça fournit l'inspiration et cette fameuse motivation dont on a besoin, surtout quand il y a des défis, des challenges, des difficultés. Et puis la dernière des choses, c'est que planifier les étapes pour atteindre un objectif et les visualiser, ça va augmenter notre motivation et notre préparation. Donc ça va nous faciliter la vie. Alors encore une fois, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il y a une étude notamment qui a été menée auprès d'étudiants, certains à qui on demandait de visualiser des bons résultats à un examen et certains à qui on ne leur demandait pas de le faire. Et le résultat, c'est que les étudiants qui visualisaient le processus de préparation à un examen, ils obtenaient de meilleurs résultats. Ils n'avaient pas plus révisé, ils avaient juste visualiser le processus de préparation. En fait, ils avaient préparé leur cerveau pour une vision plus claire. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est visualiser notre objectif ambitieux, comme par exemple escalader l'Everest. Ça va nous permettre de clarifier le chemin à suivre pour escalader, pour réussir à escalader l'Everest. Et ça va nous motiver à l'action. Notre cerveau sera beaucoup plus prêt à faire tous les efforts qu'il y aura à faire, tous les entraînements, les préparations, les différentes étapes qu'il va falloir faire pour pouvoir être en mesure d'escalader l'Everest. Si on a visualisé, on y arrivera plus facilement que si on ne visualise pas. Donc en gros, il faut avoir un but et visualiser chaque étape qui vont nous mener à ce but, et ça va nous permettre non seulement de maintenir ce cap sur ces objectifs à long terme, mais aussi d'améliorer la qualité et l'efficacité des actions qu'on met en place au quotidien. Et puis, avant-dernière grande idée de ce livre, et que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'ils nous disent attention, dans la vie, il n'y a pas que le travail. Et que, justement, même si on pense qu'il n'y a que le travail, ça va pas marcher, parce que si on priorise pas sa vie personnelle, si on priorise pas son bien-être, qui on est, ce qu'on fait, etc., on n'arrivera pas à travailler au mieux, à être le plus efficace. Donc, c'est intéressant parce que cet équilibre vie pro, vie perso dont on parle beaucoup, ils en parlent effectivement dans ce livre-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'il faut absolument qu'on priorise notre temps de travail de manière super rigoureuse pour atteindre nos objectifs professionnels, ça ok, mais qu'il ne faut pas pour autant sacrifier notre vie personnelle. Alors l'idée reçue, c'est qu'en fait, c'est un peu compliqué, cet équilibre vie pro, vie perso. On nous dit souvent que c'est un peu inatteignable, que c'est illusoire. Et eux nous disent, non, pas du tout. C'est même absolument essentiel de prioriser son équilibre personnel pour pouvoir performer de façon professionnelle. En fait, ce qui nous explique, c'est que le professionnel, on va toujours pouvoir le rattraper, là où le personnel, je vous donne l'exemple classique de voir les premiers pas de son enfant, en tout cas voilà, profiter de l'enfance de ses enfants, c'est pas récupérable. Une fois que c'est passé, point. Refaire une réunion, récupérer un client, etc., tout est récupérable dans la vie professionnelle. Dans la vie personnelle, on peut pas revivre sa propre vie, on n'en a qu'une. Donc, il nous dit, pour pouvoir être efficace, être serein, être 100% sur notre activité professionnelle au moment où on est dedans, il faut qu'on laisse du temps à sa vie personnelle. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est que c'est important de travailler sur la priorisation dans sa vie professionnelle pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important, à savoir sa vie personnelle. Alors voilà, je vais essayer de vous résumer ce résumé du livre The One Thing. En gros, qu'est-ce que nous disent Gary Keller et Jay Papasan dans ce livre The One Thing ? Ils nous disent que le succès provient de la concentration, de la capacité qu'on va avoir à se concentrer sur une seule chose et non pas sur plusieurs. Et ils nous disent que en travaillant cette One Thing, on va éviter tous les pièges qui vont nous empêcher d'atteindre un succès, et notamment un succès extraordinaire. Et pour ça, il faut apprendre à éliminer les distractions et à faire notre mieux là où ça compte vraiment. Il y a 3 éléments clés qui mettent en exergue. La première, c'est comment est-ce que je dois fixer des objectifs et prioriser mon travail. Donc ils nous disent que, première chose, faut apprendre à penser grand pour pas limiter nos opportunités. La deuxième, il faut prioriser nos tâches. Elles sont pas toutes également importantes, il faut choisir la tâche la plus importante. Et la troisième, c'est poser la question de la concentration pour nous aider finalement à prioriser en permanence au quotidien et créer des tâches qui sont réalisables pour atteindre notre objectif.
Deuxième grande idée, c'est comment éviter d'être détourné de ma one thing. Et ben pour faire ça, le secret, c'est de créer des habitudes séquentielles. Plutôt que d'essayer de se motiver en permanence, ce qui est très très dur, on va créer des habitudes, une habitude à la fois. Ce qu'ils nous disent également, c'est que le multitâche, ça fonctionne pas. Donc encore une fois, il faut se focaliser sur une seule et même chose pour être beaucoup plus efficace, moins stressé et travailler avec une plus grande qualité. Troisième chose, c'est que notre volonté, c'est comme le réservoir d'un carburant, elle n'est pas illimitée, donc il faut savoir l'utiliser à bon escient au bon moment. Et quatrième chose, il faut savoir dire non aux tâches qui sont moins importantes ou aux personnes qui viennent nous demander des choses qui sont moins importantes. Il faut savoir leur dire non. Le troisième grand pan de ce livre, c'est comment est-ce que je fais pour obtenir de grands résultats avec cette fameuse one thing. Donc là encore une fois, 3 étapes. Première étape, il faut vivre avec un but et visualiser les étapes petit à petit pour atteindre notre objectif. Ça va nous permettre de nous mettre sur la voie des résultats extraordinaires. Deuxième chose, ne compromettez jamais votre vie personnelle pour vos objectifs professionnels. Et pour ça, il faut prioriser de manière impitoyable notre temps de travail et pas se laisser distraire. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va nous permettre de garder du temps pour notre vie personnelle qui, elle, est véritablement importante. Et puis troisième chose, pour se concentrer sur the one thing, il faut utiliser des stratégies efficaces de gestion du temps et accepter finalement que parfois, c'est pas tout à fait parfait sur des sous-domaines. Ce qui est important, encore une fois, c'est le one thing parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer vers notre objectif ultime. Alors voilà, j'espère que ce résumé de The One Thing vous aura donné à réfléchir, peut-être vous donnera envie de lire le livre, d'écouter le livre. Moi, j'ai pris pas mal de plaisir à l'écouter, il est très bien dit. Donc, en tout cas, pour moi, c'est véritablement un livre, non pas qui a fait un changement radical dans ma façon de travailler, parce que quelque part, on le sait, mais qui, en tout cas, me fait très régulièrement me reposer cette question de la priorisation. Et cette question de la concentration et de me dire mais attends, qu'est-ce que je fais là ? Là, si je suis en train de faire plein de trucs en même temps, c'est sûr que je travaille moins bien, que je me stresse, que c'est moins efficace, que c'est moins qualitatif. Et qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Pourquoi est-ce que je travaille ? Ça évite la rat race finalement. Ça évite de rentrer dans une habitude. On parlait d'habitude, mais il y a des mauvaises habitudes aussi. De rentrer dans l'habitude d'arriver le matin au bureau, on ouvre ses mails, machin, on fait des trucs. Et finalement, parfois, je me dis mais attends, au bout d'une semaine, qu'est-ce que j'ai fait finalement ? Qu'est-ce que j'ai réellement produit ? Et on se rend compte qu'on a passé souvent beaucoup de temps à faire plein de petites choses annexes, mais qui produisent pas, qui n'amènent pas, qui ne font pas avancer vers notre objectif de vie ou notre objectif professionnel. Donc, je trouve extrêmement intéressant de se reposer régulièrement, mais vraiment, ces questions, de pas juste les poser comme ça, de s'arrêter et de se poser vraiment les questions sur c'est quoi mon one thing à long terme et c'est quoi mon one thing à court terme aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place là tout de suite pour me faire avancer vers mon but. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir d'abord parce que c'est jamais que le deuxième résumé de livre que je vous propose. Donc si ça vous plaît, je vous en trouverai d'autres ou en tout cas quand je lis un livre, quand j'écoute un livre qui me plaît particulièrement, qui me fait réfléchir, je pourrais vous faire d'autres résumés. Et puis si vous voulez me soutenir comme d'habitude, je vous le dis, il y a 2 choses intéressantes à faire, c'est laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, on peut le faire sur Spotify. Et sur Spotify, il y a une nouvelle possibilité que je trouve assez sympa. Vous pouvez laisser un commentaire sur l'épisode, me dire si cet épisode vous a plu, pourquoi. Et puis de temps en temps même, je vous pose des petites questions sur l'épisode, un petit sondage. Comment est-ce que vous travaillez, vos objectifs, par exemple, pourquoi pas sur cet épisode. J'ai pas encore réfléchi à quelles questions je pourrais vous mettre, mais n'hésitez pas à y répondre. Moi, ça me donne beaucoup d'indications sur les épisodes et ça me fait savoir ce qui fonctionne pour vous, ce qui est intéressant pour vous, peut-être où sont vos questions également pour créer des épisodes qui sont toujours les mieux ciblés, les plus appropriés pour vos besoins, parce que c'est quand même ça, l'idée c'est de vous aider à avancer avec votre marketing. Je vous dis à très vite.